En avril 1861, lors du tir sur Fort Sumter, le gouvernement fédéral possédait environ 500 000 armes d'épaule dans des arsenaux du Nord. Près de 80% étaient des armes à âme lisse de calibre 69. Les États du Sud ne possédaient qu'environ un tiers de ce nombre de fusils, dont beaucoup avaient été saisis dans des arsenaux fédéraux, et là encore, la plupart étaient des mousquets à âme lisse. Cela incluait d'anciens mousquets à silex Springfield, modèles 1816 et 1822 certains, convertis au système à percussion, d'autres non. Ainsi que des mousquets modèles 1842 fabriqués dès l'origine comme armes à percussion. Les deux camps pouvaient lever plus de troupes, et ils pouvaient rapidement les armer, et il y eut un effort massif pour fabriquer ou acheter autant d'armes que possible. Finalement, des millions de mousquets, de fusils, de carabines et de revolvers supplémentaires seraient livrés aux soldats de l'Union et de la Confédération. La guerre de sécession allait entraîner des avancées spectaculaires dans le domaine des armes à feu et l'évolution de l'arme à feu. Beaucoup de soldats utilisèrent d'anciens mousquets à silex convertis au système à percussion, mais cela ne signifiait pas qu'ils les appréciaient. Le lieutenant John Meade Gould de l'Union du 1er régiment du Maine a décrit leur expérience alors que leurs premiers engagements de 90 jours touchaient à leur fin, peu de temps après la première bataille de Bull Run. Le 30 juillet, le 6e Maine est entré dans notre camp et a échangé ses mousquets avec nous. Ils nous ont donné les vieux fusils à silex lisse, modifiés en platine à percussion et réputés plus dangereux pour l'utilisateur et son camarade de droite que pour l'ennemi. On a entendu qu'on nous proposerait des incitations pour nous réengager, surtout un nouvel uniforme bleu et des mousquets Springfield comme ceux que nous venions de perdre. Les mousquets Springfield étaient très appréciés des soldats. Le modèle 1842 calibre 69 à canon lisse était initialement doté d'une platine à percussion. Premier mousquet de l'armée américaine produit à la fois à Springfield et Harper's Ferry. Le mousquet modèle 1842 a été développé un an après le fusil modèle 1841. Ceci était l'arme d'épaule standard de l'infanterie américaine. À cette époque, les fusils étaient considérés comme des armes spécialisées. Ceci est en fait un canon lisse. Beaucoup de ces armes ont ensuite été réalisées pour une balle conique. Elles ont été rayées et équipées d'une hausse arrière. Ceci est un fusil à chargement par la bouche, utilisant une baguette pour tasser la charge dans le canon. C'est aussi une arme à percussion, car elle utilise une capsule à percussion pour enflammer la charge principale. Le modèle 1842 était une arme extrêmement robuste et attrayante, et il est resté dans les arsenaux américains jusqu'à la guerre de sécession. De nombreux Springfield modèles 1842 ont été remis aux premiers volontaires et certaines unités de l'armée américaine les utilisaient encore jusqu'en 1863. La guerre se menait encore épaule contre épaule en tactique et formation linéaire pendant la guerre contre le Mexique. Et le fusil n'était vraiment pas adapté à cet usage.
Bien que les mousquets à canon lisse soient moins précis et puissants que les fusils, ils se chargeaient et étaient tirés bien plus vite que les fusils à chargement par la bouche du début de la guerre. Pour compenser la faible précision des canons lisses, les soldats chargeaient fréquemment les mousquets avec une combinaison d'une balle lourde en plomb et de plusieurs plombs de chevrotine. Cette charge de balles et de chevrotine était terriblement efficace à courte portée. Jacob Dolson Cox était un sénateur républicain de l'Ohio, plus tard nommé général de brigade dans la milice de l'Ohio. Après avoir pris en compte les nombreuses avancées récentes dans le domaine des armes à feu, Jacob Dolson Cox écrivit plus tard « L'influence de l'armée régulière était généralement opposée à de telles innovations. Plusieurs fois, des officiers de l'armée régulière m'ont affirmé que l'ancien mousquet à canon lisse avec cartouche Buck and Ball était la meilleure arme pour nos troupes. Nous avons traversé la guerre avec un mousquet à chargement par la bouche. » La brigade irlandaise du brigadier général Thomas Mahar, majoritairement composée d'immigrants irlandais des régiments de New York, était presque uniquement équipée de mousquets à canon lisse, modèle 1842. Cela a continué après leur retrait de la plupart des unités en 1862. Mahar préférait le mousquet à canon lisse au fusil, précisément en raison de l'efficacité de la cartouche Buck and Ball. La brigade irlandaise a démontré l'efficacité des mousquets à canon lisse avec Buck and Ball à Gettysburg contre la charge de Pickett. Bien sûr, le fusil offrait de nets avantages de portée et de précision sur le canon lisse. En 1855, l'arsenal de Springfield, Massachusetts, a commencé à concevoir un mousquet rayé au design unique. Le fusil modèle 1855 de calibre 58 marquait une rupture avec les mousquets de calibre 69, produits depuis des décennies par les arsenaux américains. Les tests effectués par l'armée avaient démontré que les fusils de plus petit calibre étaient plus précis avec les nouvelles balles minier coniques. Le modèle 1855 était un fusil à chargement par la bouche avec un système de mise à feu inhabituel. Le système d'amorçage à ruban Maynard remplaçait les capsules à percussion, elle-même une innovation récente face au mécanisme à silex utilisé durant des siècles. Le dentiste Édouard Maynard a inventé l'amorce à ruban, comme un moyen économique de contenir le fulminate de mercure, qui s'enflammerait sous l'impact et enflammerait la poudre à canon pour tirer la balle. L'amorce à ruban ressemblait et fonctionnait comme les bandes de capsules des pistolets à amorce pour enfants. Quand l'arme tirait, le ruban avançait pour le prochain coup. Malheureusement, cela s'est avéré peu fiable en pratique. Le ruban était sensible à l'humidité et les tests ont montré qu'il ne tirait presque qu'une fois sur deux. Néanmoins, le modèle 1855 allait devenir l'une des armes d'épaule les plus courantes de la guerre de sécession. Mais cela ne veut pas dire qu'elle était appréciée. Le lieutenant John Midgould, dont le régiment devait recevoir des fusils Springfield en cas de réengagement, a écrit sur la réception des Springfield, modèle 1855. Tout le régiment avait le mousqueton rayé Springfield calibre 58 avec l'attache d'amorce Maynard, un dispositif qui, à notre connaissance, n'a jamais été utilisé pendant la guerre, et je crois qu'il a été retiré de tous les mousquets fabriqués après les premiers milliers d'exemplaires. Le Dr Maynard a fondé la Maynard Arms Company, qui a chargé la Massachusetts Arms Company de produire un fusil à chargement par culasse conçu par lui. Moins nombreux que les fusils Springfield à chargement par la bouche, ils étaient toutefois très appréciés. Le manuel de campagne confédéré répertoriait la carabine Maynard comme l'une des armes officielles de l'armée confédérée. Beaucoup de soldats confédérés utilisaient ces armes, les appelant fusils Maynard. Le capitaine L. Jacqueline Smith fit un rapport à son colonel après avoir inspecté plusieurs compagnies près de Tallahassee, Floride, en février 1864. Le rapport du capitaine Smith souligne la diversité des armes détenues par une compagnie.
Compagnie, un cavalerie du sud de la Floride, capitaine Paramore, armée de fusils, Maynard, 40, fusil Mississippi, 6, fusil Enfield, 5, carabine Hall, 7, fusils à double canon, 5. Cette compagnie prend bien soin de ses armes, bien que les chevaux ne soient pas aussi bien entretenus. Compagnie du capitaine Griffin, 59 hommes, pas d'armes. Compagnie du capitaine Gwynn, 73 hommes, armes tout juste reçues, mousquets à canon lisse, calibre 69 en très mauvais état, la plupart des platines en très mauvais état. L'aspect général des armes est très mauvais et elles deviendront sans doute bientôt inutilisables. Citation. Capitaine Simmons, compagnie G, armée de fusils Maynard et de sabres, armes en bon état, bien entretenues, mais ne dispose que de 5 cartouches de munitions. Aucune des compagnies armées de fusils et Maynard n'est en mesure de se procurer des munitions en raison de leur caractère particulier. Les problèmes de l'amorce à ruban Maynard ont entraîné sa suppression du modèle Springfield suivant. Le fusil Springfield modèle 1861 sera l'arme longue la plus utilisée par l'armée de l'Union. Il sera aussi apprécié des Confédérés quand ils en auront un. Le nouveau modèle gardait le canon de calibre 0,58 mais remplaçait l'amorce en bande par des amorces à percussion individuelles, chargées bolo à chaque tir. Ce système à percussion, plus lent, était toutefois bien plus fiable. Le modèle 1861 ajoutait aussi une hausse arrière pour plus de précision. Les soldats de l'Union aimaient leurs fusils des Springfield. Les soldats confédérés devaient chercher ailleurs. Le Sud manquait de la puissance industrielle du Nord et une fois la guerre commencée, le gouvernement fédéral a interdit aux fabricants d'armes du Nord de vendre aux États du Sud. Au début de la guerre, le 18 avril 1861, les soldats de l'Union basés à l'arsenal de Harper's Ferry y mirent le feu afin d'empêcher qu'ils ne tombent entre les mains de la milice de Virginie qui marchait vers eux. Les habitants de Harper's Ferry, dépendant de l'arsenal pour leurs revenus, ont éteint l'incendie et sauvé la majorité des équipements. Les Confédérés ont saisi le matériel pour fabriquer des mousquets et l'ont expédié à Richmond. Début été, l'arsenal de Richmond a lancé la production de fusils modèle Springfield. Bien que l'arsenal de Richmond finirait par envoyer des centaines de milliers d'armes aux armées confédérées. Ce seraient surtout des armes à feu récupérées et réparées sur les champs de bataille. L'arsenal de Richmond n'a jamais été capable de produire plus de 1500 fusils en un seul mois. La Confédération devrait donc chercher des armes ailleurs. Et rapidement. Les gouvernements de l'Union et de la Confédération auraient tous deux besoin d'acheter des armes à l'étranger, surtout pendant les premières années de la guerre, mais les rebelles l'ont compris en premier. En avril 1861, le gouvernement confédéré a envoyé le capitaine futur major Caleb Hughes en Europe pour acheter des armes. Hughes a travaillé sans relâche pour trouver des armes et des munitions. La Confédération n'avait pas accès au crédit international, mais Hughes a pu acheter des armes grâce au roi Coton. Des millions de livres de coton ont été troqués contre les armes nécessaires à la Confédération. Dans son journal du greffier rebelle publié après la guerre, le greffier J. B. Jones a écrit à propos de Hughes et d'autres agents d'achat. 23 août 1861. Toujours pas d'armes en quantité venant d'Europe, bien que notre agent écrive qu'il a plusieurs manufactures en activité. L'agent des États-Unis a engagé le reste. Il semble que le monde entier soit sur le marché pour acheter des armes. Monsieur Dayton, ministre américain à Paris, a acheté 30 000 fusils à silex en France et notre agent souhaite aussi l'autorisation d'en acheter. Il affirme que, selon les statisticiens français, le fusil à percussion rayée n'entraîne pas plus de mortalité au combat que l'ancien fusil à silex à canon lisse.
Cela peut venir d'une portée plus courte recherchée avec ce dernier. Le gouvernement confédéré ne voulait pas de fusil à silex. Dans des directives adressées aux agents d'achat travaillant avec Hughes, le secrétaire de la marine confédérée a écrit « Si vous pouvez acheter 10 000 bons fusils Enfield, mousquets avec baïonnette, faites-le immédiatement sans tenir compte du prix. » Hughes a négocié avec les principaux fabricants britanniques pour acheter le fusil Enfield Model 1853. Aussi appelé P-53 Enfield, il devint l'arme principale de l'armée confédérée. Près d'1 million de ces fusils arriveraient eux de Grande-Bretagne en Amérique pendant la guerre, la majorité pour la Confédération. Le P-53 Enfield était un fusil à percussion de calibre 0,58. Il tirait des balles miniées coniques et était très apprécié pour sa précision. C'est-à-dire que la plupart des Enfield étaient très appréciés. Grâce à Hughes, la Confédération a pu acquérir presque tous les fusils Enfield produits à la machine avec pièces interchangeables. Dans une lettre du 21 mai 1861 au bureau de l'artillerie de la Confédération, Hughes écrivit qu'après son arrivée à Londres, « J'ai vite constaté qu'aucune arme légère sur le marché ne répondait aux exigences de caractère et de qualité. On pouvait acheter des mousquets en toute quantité, sous divers noms. J'ai entendu parler de divers fusils Enfield. Lorsque je suis venu les examiner, j'ai constaté qu'ils étaient pour la plupart sans valeur. J'ai entrepris des démarches auprès de la London Armoury Company pour qu'ils fabriquent des fusils Enfield. Cet établissement est à certains égards supérieur à tout autre fabricant de mousquets dans le monde et à tous égards égal aux ateliers gouvernementaux d'Enfield. Les fusils de cet établissement ont des pièces parfaitement interchangeables. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance du principe d'interchangeabilité des pièces. Il est reconnu par les départements de la guerre de toutes les nations civilisées. La London Armoury Company est le seul établissement en Europe, hors arsenaux gouvernementaux, à fonctionner ainsi. Je propose de prendre à la compagnie 10 000 fusils Enfield du dernier modèle gouvernemental avec baïonnettes, fourreaux, tétines de rechange, amorces et bouchons. » La Confédération est devenue le client numéro 1 de la London Armoury Company. Plus de 70 000 fusils et 7 000 revolvers finiraient par être expédiés de la compagnie aux acheteurs confédérés, bien qu'ils aient dû franchir les navires du blocus de l'Union pour y parvenir. Quant aux autres fusils de modèle Enfield que Hughes a trouvés, ceux qu'il considérait pour la plupart comme sans valeur, ils se retrouvaient souvent sur des navires à destination de l'Union. Les agents de l'Union ont aussi acheté de nombreux fusils Enfield, mais Hughes détenait déjà le contrat avec la London Armoury. Les fusils Enfield achetés par l'Union provenaient souvent de petites entreprises qui les assemblaient à partir de pièces de divers fabricants. Le manque d'uniformité des pièces a donné à l'Enfield une mauvaise réputation chez certaines unités de l'Union. John Meade Gould du Maine a écrit « Le 21 octobre, des mousquets ont été remis aux hommes, offrant une nouvelle occasion de plainte au premier Mainer. Ne nous avait-on pas promis un nouvel uniforme bleu et des mousquets de Springfield? C'est vrai, nous avions l'uniforme bleu, mais regardez ces mousquets Enfield avec leurs canons bleuis et ce bois que personne ne peut nommer. Ce n'était pas une mauvaise arme, elle ressemblait beaucoup au Springfield en efficacité, poids, longueur et calibre, mais sa qualité de fabrication était bien inférieure. » Le régiment de Gould était plus chanceux que certains. Les Enfield donnés au 35e régiment d'infanterie du Massachusetts étaient en fait défectueux. Les cheminées du mécanisme d'allumage étaient fragiles et se cassaient sous le choc du chien du fusil. Mais les fusils ont été utilisés dans toute la Confédération et se sont révélés être des armes fiables. L'autre arme à feu importée la plus courante était le Lorentz autrichien. Initialement en calibre 0,54, elle était fréquemment réalisée en 0,58. Très prisé en Europe, le Lorentz fut vite acquis par les agents d'achat de l'Union et de la Confédération cherchant des armes sur le continent.
Plus de 225 000 ont été achetés par l'Union et 100 000 par la Confédération. Léandre Stilwell, soldat du 61e régiment d'infanterie volontaire de l'Illinois, a écrit « Nous avions terminé avec le fusil mousquet autrichien. Il était de longueur moyenne, avec une crosse en noyer brun clair, et c'était une arme redoutable. À l'époque, la majorité des troupes de l'Ouest utilisèrent des mousquets importés d'Europe. De nombreux régiments possédaient de vieux mousquets belges, une arme lourde, encombrante, maladroite et insatisfaisante à tout point de vue. Nous étions heureux d'obtenir les mousquets autrichiens et nous en étions assez fiers. Nous avons utilisé ces armes jusqu'en juin 1863, puis les avons échangées contre le fusil mousquet Springfield modèle 1863. Moins lourd que l'autrichien, plus soigné, c'était une arme à feu très efficace. Nettoyer et charger les armes à feu sur le terrain était une tâche difficile et risquée. La grande variété d'armes, de calibres, de mécanismes de tir et de munitions ne facilitait pas les choses. John Meade Gould du Maine a décrit comment les hommes de son régiment chargeaient en leurs armes. Dans notre régiment, nous avions la cartouche à enveloppe combustible fabriquée par Johnson et Dow à New York, qui est insérée entière dans le mousquet sans déchirer le papier. Par conséquent, notre cadence de tir était rapide, comparée à celle courante avec les armes à chargement par la bouche. Certains hommes disaient qu'ils chargeaient en laissant tomber la cartouche et en frappant vivement le mousquet contre le sol, et le choc envoyait la cartouche au fond. Mais le procédé variait selon les armes et les unités. L'accumulation de poudre noire qui encrassait les fusils était un problème constant. Une solution fut le développement de balles plus propres. Développée par Ellie Williams, celle-ci avait un fin disque de zinc fixé à la base de la balle. Lorsque le fusil tirait, le disque de zinc raclait l'intérieur du canon. Les premières cartouches ont été distribuées aux troupes de l'Union en 1862. Le modèle Springfield 1861 a été mis à jour en 1863. Des améliorations mineures ont été apportées à ce mousquet rayé déjà fiable, notamment de nouveaux anneaux de serrage ovale, une nouvelle baguette et une platine trempée. Le régiment de John Meade Gould a reçu la mise à niveau des Springfield en janvier 1864. Nous avions le modèle 1863 du mousquet rayé Springfield à chargement par la bouche, comme presque toutes les armes de l'infanterie, et il différait de ceux que nous avions auparavant sur un certain nombre de petits points, ayant entre autres des anneaux plus lourds et pas d'amorceur Maynard. C'était le meilleur mousquet que nous ayons jamais eu. Jusqu'ici, nous avons surtout étudié les armes longues de l'Union et de la Confédération, mais les armes de poing étaient aussi très prisées. Le revolver le plus utilisé pendant la guerre de sécession était le Colt Army Model, 1860 calibre 0,4. Plus de 125 000 exemplaires ont été achetés à la Colt Manufacturing Company par l'Union et envoyés aux troupes sur le terrain. Dans les mois précédant la guerre, certains États du Sud ont fait des réserves d'armes auprès de Colt et d'autres fabricants, mais le gouvernement fédéral y a mis un terme après le déclenchement des hostilités. Le Colt Army, revolver à chargement par la bouche, simple action et 6 coups, était précis jusqu'à 100 yards. Le modèle Colt Navy de 1861 était similaire au revolver Colt Army de 1860, mais avec un canon légèrement plus court et un recul moindre. Le revolver Colt Navy modèle 1851 est appelé Navy non pas parce qu'il était destiné au personnel de la marine, mais parce qu'il avait un motif de la marine gravé sur son barillet. Ce pistolet en particulier est de calibre 0,36 et c'est un revolver à percussion parce qu'il utilise des amorces pour être tiré. Vous pouvez charger ce pistolet avec de la poudre et une balle ou utiliser une cartouche préfabriquée en papier ou en lin. Pour charger cette arme, c'est vraiment très simple. Vous le mettez au cran de demi-armée. Un clic du chien libère le barillet pour qu'il tourne librement. Sous le canon, sur ce pivot articulé, il y a une baguette de chargement
Il suffit de le détacher de son crochet sous le canon et cela le libère pour le mouvement. Vous allez le mettre en position verticale et vous chargerez la poudre et la balle dans chaque cylindre en le faisant tourner. Vous allez tasser ça avec le bouroir. Comme ceci. Ensuite, vous utiliserez cette petite encoche pour placer une amorce sur chaque cheminée ou téton. Une fois que les scies sont chargés, un processus qui peut prendre environ 10 minutes, parfois beaucoup moins, alors vous êtes prêt à tirer. Ce Colt Navy ainsi que le revolver Colt Army étaient les revolvers les plus utilisés pendant la guerre de Sécession. Et les armes à feu étaient des armes très prisées, mais difficiles à obtenir, sauf pour la cavalerie et les officiers. John Meade Gould du Maine a raconté une expérience démontrant la valeur d'une arme capable de tirer 6 fois sans recharger. Les citoyens ont brièvement raconté l'histoire de Walton. Il était loin derrière le régiment lorsque la cavalerie rebelle a foncé sur les traînards. Walton a tiré puis s'est enfui dans le champ, croyant que les clôtures le protégeraient. Un cavalier, que les citoyens pensaient être le général Ashby, le poursuivit et lui ordonna de se rendre. Walton battait en retraite tout en rechargeant son arme. C'était un homme têtu et obstiné. Capituler sans lutter n'était pas dans sa nature. Il a seulement dit « Je ne me rendrai pas ». Ainsi, le pauvre Walton a été abattu avant de recharger son mousquet. Avec ces deux combattants, la question n'était pas de savoir qui se battait le mieux. C'était un duel entre revolver et fusil à chargement lent, et le revolver l'a emporté. Comme dans l'histoire de Gould sur Walton, la plupart des revolvers de l'Union ou de la Confédération sont passés à la cavalerie. Le revolver était vraiment l'arme idéale pour la cavalerie. Ils étaient aussi prisés des guerrilleros dans les États frontaliers. Les revolvers à 6 coups étaient idéaux pour les embuscades. Lorsqu'un petit groupe de francs-tireurs dans le Kentucky, le Missouri ou l'Arkansas tendait une embuscade à une unité sans méfiance, qu'elle soit confédérée ou de l'Union, les fusils supérieurs de cette unité avaient un peu de chance face à la pluie de balles tirées par les revolvers à 6 coups des guerrilleros. Ces combattants de la guérilla transportaient plusieurs revolvers à 6 coups afin de ne jamais se retrouver dans l'incapacité de riposter. Quand des soldats fédéraux tuèrent des pillards du Missouri de Bloody Bill Anderson, ils retrouvèrent 30 revolvers sur 6 corps. Il y a des fusils et il y a des fusils. Tout comme un tireur d'élite est capable de plus qu'un soldat moyen, il est aussi probable qu'il veuille un fusil qui soit plus qu'un Springfield ordinaire. Le lieutenant-colonel William Ripley du 1er régiment de tireurs d'élite des États-Unis a ensuite écrit sur la formation et l'armement de son unité du Vermont. Parfois, on trouvait un mousquet qui se distinguait par sa précision, et il arrivait qu'une telle arme tombe entre les mains d'un homme capable d'en apprécier et d'en exploiter les meilleures qualités. On s'est rapidement rendu compte qu'une telle arme, entre les mains d'un tel homme, pouvait donner des résultats impossibles à obtenir avec une arme moins précise entre les mains d'un homme moins habile. Pour remédier à cette situation, et pour s'assurer que les meilleures armes disponibles soient confiées aux hommes les plus aptes à les utiliser efficacement, le département de la guerre décida, au début de l'été 1861, d'organiser un régiment qui serait appelé le 1er régiment des tireurs d'élite des États-Unis et qui serait composé des meilleurs et des plus experts tireurs à la carabine dans les États du Nord. Le détail du recrutement et de l'organisation de ce régiment fut confié à Hiram Burdan, alors résident de la ville de New York, lui-même un passionné de tir à la carabine et un tireur d'élite expérimenté. Un détachement des meilleurs hommes fut constitué et une démonstration d'habileté eut lieu, qui n'avait peut-être jamais été égalée auparavant.
Le président Lincoln lui-même prit part au tir, utilisant alors un fusil appartenant au caporal H. J. Peck de la compagnie du Vermont. Ripley a noté qu'à l'origine, les hommes alerte fournir leurs propres fusils, de belles armes conçues pour un tir précis sur les champs de tir. Mais il a ensuite été décidé que ces armes n'étaient pas adaptées aux rigueurs du combat. Malgré l'opposition du chef de l'artillerie, les tireurs d'élite de Hiram Bourdan ont reçu leurs fusils Sharps pendant la campagne de la péninsule en Virginie en mai 1862. 2052 fusils, Sharps à chargement par la culasse calibre 52 modèle, 1859 ont été produits pour les hommes de Bourdan, qui les adoraient. Les fusils Christian Sharps étaient très appréciés pour leur conception à chargement par la culasse, offrant un rechargement bien plus rapide que les fusils Springfield à chargement par la bouche. Le fusil Sharps utilisait un bloc tombant pour le chargement par la culasse. Les fusils Sharps étaient réglés jusqu'à 800 yards, mais cela n'a pas arrêté les tireurs d'élite. L'une des raisons pour lesquelles les officiers de l'artillerie étaient réticents à commander des fusils Sharp était que la production de ces fusils retarderait la fabrication d'une arme bien plus populaire, la carabine Sharps. Christian Sharps a breveté sa carabine en 1848. Au cours de la guerre, près de 100 000 armes Sharps ont été mises en service, que ce soit dans les rangs de l'Union ou de la Confédération, et la plupart d'entre elles étaient des carabines à canon court. Comme les fusils Sharps, les carabines calibre 0,52 étaient à culasse pour rechargement rapide. Les fusils et les carabines Sharps étaient tous deux très appréciés par les soldats qui les utilisaient. Les carabines étaient très appréciées par la cavalerie de l'Union. Le gouvernement confédéré, appréciant la carabine modèle 1859, a contracté avec une entreprise de Richmond pour en produire des copies. Les fusils sous Sharps n'étaient pas les seules armes prisées par les tireurs d'élite. D'autres fusils populaires auprès des tireurs d'élite, mais moins auprès du chef de l'armurerie, étaient le Henry à répétition et le Spencer 56-56. Le fusil Henry, conçu par Benjamin Tyler Henry, était un fusil à chargement par la culasse, comme le Sharps. Elle était l'arme d'épaule la plus rapide de la guerre de sécession, avec un chargeur de 15 cartouches à percussion annulaire. Les officiers craignaient qu'un tel rythme de tir ne conduise à un grand gaspillage de balles. Les Henry n'ont jamais été fournis en aussi grand nombre que les Sharps, mais ils étaient souvent achetés par des soldats individuels, qui espéraient qu'être capables de tirer jusqu'à 30 coups par minute leur donnerait un avantage. On disait que les soldats confédérés appelaient le Henry, ce fichu fusil Yankee qu'ils chargent le dimanche et tirent toute la semaine. Cependant, les soldats rebelles ont aussi obtenu des fusils Henry. De nombreux fusils Henry ont été capturés, ou achetés à titre privé par des sudistes. Le gouvernement confédéré n'a passé aucune commande pour ces fusils à répétition, mais ils étaient disponibles sur le marché libre et beaucoup ont été achetés par ou pour des soldats confédérés. La plupart des Henry utilisés par le Sud ont été capturés au Nord. La cavalerie de Virginie, notamment, a bien exploité, ou mal selon le point de vue, les fusils Henry pris à la première cavalerie de district de Columbia, seule unité fédérale entièrement équipée de Henry. Le fusil Henry connaîtrait une seconde vie après la guerre, évoluant pour devenir le célèbre Winchester 1866. Des gars comme Christian Sharps étaient très innovants dans la conception de leurs fusils à chargement par la culasse, mais ils étaient encore freinés par le fait qu'ils utilisaient des cartouches à poudre noire. Ils n'étaient pas encore passés à la cartouche métallique autocontenue. Avec le Spencer, vous aviez encore une cartouche en papier, presque une douille de type papier éclair pour la balle qui contenait la poudre. Vous la mettiez dans la culasse, puis la releviez, le bloc tombant sur le Spencer et le Sharps. Vous deviez encore mettre une capsule à percussion sur l'extrémité du fusil.
Cela évoluait du fait de devoir utiliser une capsule à percussion, comme on le faisait avec le Burnside, le Smith ou le Gwin et Campbell, ce qui limitait la capacité de tirer. Rapidement et à plusieurs reprises avec des carabines pendant la guerre de Sécession. C'est le développement de la cartouche à percussion annulaire de calibre .044, apparu pour la première fois dans le fusil Henry, et de la cartouche de calibre .056, utilisée dans la carabine et le fusil Spencer, qui a véritablement accéléré le développement et l'utilisation des armes à feu grâce à leur puissance de feu supérieure pendant la période de la guerre de Sécession. Les fusils The Spencer, conçus par Christophe Spencer, étaient utilisés plus largement que les Henry. Comme le Henry le Spencer 56 par 56, utilisait une cartouche métallique à percussion annulaire autonome. Le chargeur du Spencer, 7 coups contre 14 pour le Henry, se rechargeait aussi plus lentement. Mais c'était une arme plus robuste, mieux adaptée à survivre aux rigueurs de la route et du combat, et sa cartouche était bien plus puissante que la cartouche de 0,44 tirée par le Henry. Comme le Henry, le Spencer utilisait un mécanisme à bloc roulant pour introduire les cartouches dans la chambre en actionnant un levier. L'armée a choisi le Spencer lors des essais et en a d'abord commandé 10 000. Le lieutenant-colonel Grover S. Wormer, commandant le 8e régiment de cavalerie du Michigan, a écrit à son quartier général en juillet 1863 « Nos armes, les fusils Spencer, se sont révélés, comme auparavant, une terreur pour les rebelles. Ils croyaient que nous étions bien plus nombreux, car un homme pouvait tirer 7 coups aussi vite. Pour la première fois dans cette guerre, le nombre de morts dépasse celui des blessés. D'après les rapports que nous recevons, il y a au moins 3 tués pour 1 blessé, et ce fait est dû à la terrible efficacité de nos fusils. » Aussi bien que le fusil d'un soldat puisse tirer, il y avait toujours la possibilité que l'arme devienne encore plus précieuse dans une situation qui n'impliquait pas du tout la poudre à canon. Quand l'ennemi est juste sur vous, vous n'avez pas toujours le temps de recharger votre arme, surtout s'il vous fonce dessus en hurlant lors d'une charge à la baïonnette. Les baïonnettes furent moins utilisées durant la guerre de Sécession que lors des conflits antérieurs, principalement en raison des progrès des armes à feu, offrant plus de portée et de cadence. Fini le temps où 2 armées se tenaient à 50 mètres l'une de l'autre, échangeant quelques salves avec des fusils à canon lisse pour affaiblir l'ennemi, pour un combat rapproché à la baïonnette. Mais les baïonnettes restaient utilisées. Elles faisaient un d'excellents chandeliers, la pointe au sol et la bougie dans la douille. Et elles pouvaient aussi servir de pelle en cas de besoin pour creuser des tranchées ou des latrines. Mais leur usage militaire n'avait pas disparu. L'usage le plus célèbre de la baïonnette durant la guerre de Sécession eut lieu à la défense de Little Round Top à Gettysburg. Le 20e régiment du Maine fut chargé de défendre Little Round Top sous le commandement du brigadier général Joshua Chamberlain. Ils avaient repoussé de nombreuses attaques du 15e régiment d'Alabama et étaient presque à court de munitions. Chamberlain ordonna une charge à la baïonnette qui mit en déroute et captura les rebelles, ce qui lui valut la médaille d'honneur. La guerre de Sécession allait transformer les armes à feu et les innovations dans ce domaine allaient transformer la guerre. L'explosion des armes modernes issues de la guerre allait transformer l'Ouest américain. Et l'Ouest américain allait créer un archétype mythique, le cow-boy armé, qui allait à jamais influencer la vision du monde sur les armes à feu et l'évolution de l'arme à feu.
Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.